En Tunisie, cette semaine, un mot a été prononcé plus que les autres, président. Ex-président Zine El Abidine Ben Ali, dont on a appris la mort hier jeudi à l'âge de 83 ans, en exil en Arabie Saoudite. Rappelez-vous, le 14 janvier 2011, les Tunisiens excédaient le chassaient du pouvoir et s'engageaient dans une voie inconnue avec ce que l'on a appelé le printemps arabe. Et puis président encore, futur président, presque 9 ans plus tard, nouveau défi pour la transition démocratique. Dimanche dernier, les Tunisiens élisaient leur futur chef de l'État. Confirmant la tendance mondiale lourde, deux antisystèmes déclarés s'affronteront au second tour de la présidentielle. Son image austère lui vaut le surnom de Robocop en Tunisie. Kais Saied, le constitutionnaliste lancé dès fin 2018 dans la course à la présidentielle, sera au second tour du scrutin. Il arrive en tête du premier tour avec 18,4% des voix, suivi de Nabil Karoui, 15,58% des voix. Deux candidats anti-système et un revers pour l'establishment politique. 26 candidats se présentaient au total, dont un ancien président et plusieurs ex-ministres et ministres sortants. Les électeurs ont adressé un message clair, un message tout à fait nouveau. C'est pratiquement un nouveau concept de la révolution. Pour la peine de mort, contre la dépénalisation de l'homosexualité et contre l'égalité femmes-hommes dans l'héritage, les positions ultra-conservatrices de Kais Saied semblent avoir séduit, notamment la frange dure du parti Ennahda, qui, faute d'avoir trouvé l'oiseau rare, avait choisi de soutenir Abdel Fattah Mourou. Pour les législatives, fixées au 6 octobre, c'est donc un contexte de crise ouverte pour Ennahda. Quant à Nabil Karoui, arrivé deuxième, l'ex-publicitaire est actuellement en détention dans l'attente d'un procès pour évasion fiscale et blanchiment d'argent. S'il venait à être élu, la Tunisie se retrouverait alors avec un président en prison et face à un immense vide juridique. Pierre, vous venez de rentrer de reportage en Tunisie. Est-ce que ce coup de tonnerre était prévisible ? Prévisible, non. En fait, bon, il y a quand même un contexte. Kais Saied était donné deuxième en fait depuis des mois. Donc on avait le duel Karoui-Saied depuis des mois dans les sondages, mais à l'inverse, c'est-à-dire c'était Karoui qui était premier. En même temps, prévisible, oui, dans le sens où le désamour des partis, on le décrit depuis des années. Enfin, je pense avoir écrit fin 2011 un papier là-dessus sur le danger en fait de remettre la transition politique, ce qui avait été le choix de certains juristes à l'époque de la commission Benachour, de remettre la transition politique dans les mains des partis nouvellement créés, pour certains hérités de l'ancien régime, était très contestable. Il a mis du temps à se décanter. Aujourd'hui, il est complètement décanté. Les Tunisiens n'en veulent plus des partis traditionnels, donc c'était un petit peu, attendu dans un certain sens, mais aussi compréhensible, comprend le vote après coup. Après, il y a un contexte quand même qui est un petit peu compliqué, c'est-à-dire que Nabil Karoui est en prison pour un dossier qui est pour le moins contestable. On va revenir point par point à l'un et l'autre des candidats. Donc le contexte compte autant, d'une certaine manière, que les deux candidats qui ont été portés au second tour, si je puis dire. Un peu prévisible alors, pour vous aussi, Ziad ? Non, c'est ce que disait Pierre, les sondages quand même étaient très parlant depuis des mois. Alors évidemment, il y avait toute une paranoïa des sondages. Ils ont acheté, ils ont payé, ils ont c'est pas des sondages, mais quand même, quand plusieurs institutions de sondage, et en particulier des instituts de sondage qui n'étaient pas forcément tunisiens, qui faisaient des petites descentes à Tunis pour mesurer des choses, on voyait bien qu'il y avait la montée en puissance de l'antisystème. Moi, j'aime pas beaucoup le mot populisme parce que je trouve que c'est difficile de comparer des situations européennes avec des situations au Maghreb ou en Afrique. On a tendance toujours à tout ramener ensemble. Là, c'est anti-système, c'est anti-parti, c'est anti... en particulier, il y avait une fronde contre ce qu'on appelle le consensus qui gouverne la Tunisie en fait depuis 2011, c'est-à-dire une alliance entre les néo-séculiers modernistes et les néo-islamistes qui tiennent le pays ensemble, et un échec, je pense que c'est le point clé, un échec économique et social marquant. Les gens vont pas bien, le chômage est là, l'économie n'avance pas, donc il y a à la fois la fierté d'être dans une nouvelle Tunisie et en même temps une espèce de ras-le-bol transsocial sur la difficulté économique. Alors on va s'intéresser aux deux candidats qui vont participer à ce second tour. Il a donc déjoué les pronostics. Kais Saied arrive en tête de ce premier tour avec environ 18,4% des votes. C'est un juriste anti-système, donc un partisan conservateur dogmatique. Qu'est-ce qu'il propose pour la Tunisie ?
Son programme est plutôt flou sur le plan idéologique, il n'est quand même pas extrêmement marqué. Il se caractérise surtout par sa détestation des partis politiques. Il le dit très clairement, il les juge opportunistes. Et il estime, je crois qu'il a su capter aussi ce sentiment des Tunisiens et notamment des Tunisiens des régions de l'intérieur d'être méprisés par ces élites tunisoises qui n'apportent pas de réponse jusqu'ici à ce qu'évoquait Ziad, c'est-à-dire des problématiques sociales très lourdes, un chômage qui dépasse les 15% selon les chiffres officiels, qui atteint les 35% parmi les moins de 25 ans, une situation de tension sociale très forte. Pour cet été, seulement pour le seul mois d'août, on a recensé, je crois, 600 mouvements collectifs de protestation, surtout liés aux coupures d'eau potable qui frappent les régions de l'intérieur. Ça veut dire quoi, que la Tunisie est en ébullition ? Encore, toujours ? Ça fait plusieurs années qu'il y a régulièrement des manifestations impressionnantes dans toutes les parties de la Tunisie. Je crois qu'il n'y a pas un seul gouvernorat en Tunisie aujourd'hui qui n'a pas été bouleversé par des manifestations ces 2 dernières années. Mais sur Kais Saïed, il y a aussi un point qui est très important, c'est que lui a parlé de décentralisation. Lui s'est posé contre l'État dans le sens où il a dit, voilà, on doit faire l'inverse, on doit retourner la table, rien ne vient de Tunis, rien ne vient du Sahel. On va retourner à la table, on va faire une décentralisation, on va partir des wilayas, on va partir d'une certaine façon. Il a raison, puisque en fait, la décentralisation, c'est l'une des grandes mesures, c'est l'un des grands thème, en fait, c'est une des grandes ambitions de la Constitution de 2014. On va faire descendre un petit peu cette république ultra-centralisée tunisienne sur le modèle français, etc. Ça n'a pas été fait. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites dans la Constitution de 2014, qui étaient prévues, mais ça, notamment, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été assez vite. Youssef Chahed, par exemple, a été nommé pour faire ça, pour lutter contre la corruption, ce qu'il a fait, mais il a instrumentalisé la corruption à son propre profit. Il n'a pas non plus mené cette décentralisation qui était attendue par tous les Tunisiens. Il faut quand même se dire que la révolution, elle est partie des raisons du sud et de l'est du pays. Aujourd'hui, ce sud l'Est du pays, ils n'ont rien vu venir. Il y a même des lois de finances qui leur octroyaient des crédits. J'avais fait un papier sur ça en 2012, en 2013, en 2014. Ils n'ont pas vu venir cet argent. Donc il y a réellement une déshérence absolue dans ces régions-là. Ce sont ces régions-là qui ont aussi voté pour Kais Saïed, mais pas que. Il a vraiment 20-30% dans à peu près tous les gouvernorats du pays. Peut-être juste une petite nuance par rapport à ce que dit Pierre. Il ne s'oppose pas comme un dissident vis-à-vis de l'État. C'est un légaliste, c'est un prof de droit constitutionnel assez austère, mais il formule des propositions. Par exemple, lui, il voudrait remplacer l'Assemblée nationale par une espèce d'assemblée des conseils locaux. Et là, c'est vrai qu'il répond, en formulant ce type de proposition, au sentiment de ne pas être représenté. Ce modèle de démocratie représentative, il ne fonctionne pas en Occident, il ne fonctionne pas davantage dans les transitions enclenchées comme celle qui s'est enclenchée en Tunisie. Nabil Karoui, arrivé deuxième avec 15,5% des voix. Il a fait campagne depuis sa cellule, via sa chaîne de télévision Nesma qu'il a fondée, et à travers par la voix de sa femme. Est-ce que la Tunisie, parce que c'est la question que tout le monde se pose, en admettant qu'il soit élu, la Tunisie se retrouve avec un président en prison? Est-ce que c'est toujours, aujourd'hui, quand on se parle, un scénario plausible? C'est un scénario plausible, mais il y en a 35 autres entre maintenant et l'élection qui peuvent être plausibles aussi, et dans le registre du surréalisme. Il y a des recours qui ont été posés. Il faut attendre le résultat des recours, mais on ne sait jamais. Qu'est-ce qui peut sortir d'un recours devant le tribunal administratif sur les résultats du premier tour? Il y a une libération ou pas une libération possible. Il y a le fait que s'il n'est pas libéré, ça va poser un problème juridique de toute façon, parce qu'on va toucher au concept de l'égalité des chances des candidats. Donc il y en a un qui peut faire campagne, l'autre qui ne peut pas faire campagne. Parce que réellement, je pense que sa mise en détention a quand même beaucoup freiné son mouvement. Il n'y a pas de chef, c'est très compliqué. L'engagement de sa femme et d'un certain nombre de volontaires autour de lui, mais il y a quand même un parti qui a besoin de s'organiser, qui a besoin d'argent, qui a besoin... et puis il est quand même assez doué pour faire de la télé, pour faire campagne. Donc ça a été un problème. Mais je pense que c'est en ça que tout ce moment est très très important, parce que toute la légitimité du processus en ce moment, c'est de dire, bon, le reste c'est compliqué, mais au moins sur le terrain démocratique, on avance.
il faut que cette légitimité soit durable. Donc là, il y a un premier tour qui est complexe avec un candidat président en prison. Il y a des élections législatives qui arrivent le 6, qui risquent de sortir une assemblée ingouvernable à la française des années 30. Et alors, il y a un deuxième tour mystérieux parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu. Pour ceux qui nous écoutent, c'est que ces législatives peuvent être couplées avec le second tour, le 6 octobre prochain, ou un second tour qui arrive après. Donc il y a quand même tout un jeu avec ces législatives qui va être compliqué à anticiper aussi. Et puis il y a quelque chose qui est important à dire, et après je laisse la parole, c'est que le vrai pouvoir, il est où aujourd'hui en Tunisie? Il est au Parlement, il est à l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui gouverne par un chef de gouvernement qui est nommé dans le parti majoritaire. Ça, c'est quand même une réalité politique. Donc les législatives, dans 15 jours, sont à surveiller de très près. Oui, alors le législatif, visiblement le 6 octobre, donc moi je regarde tous les jours sur le site, ça ne bouge pas, donc il n'y a pas de communication en fait. Une personne qui dit n'a pas encore communiqué sur le... Voilà, et puis quand on discute avec eux, ils disent non, c'est le 6 octobre, etc. Donc ça ne bouge pas. Donc le 6 octobre, les législatives, la présidentielle second tour un mois après. C'est-à-dire qu'en fait, on a une sorte d'élection à 3 tours très compliquée qui influence quoi? Comment est-ce qu'on peut penser aujourd'hui qu'un parti qui a recueilli moins de 5% ou même moins d'1% pour beaucoup de partis de gauche pourra se permettre de dire on va faire une campagne pour avoir une majorité ou du moins avoir un nombre de députés suffisant? Évidemment que leur discrédit le discrédit qui les touché très fort. Ça va être très compliqué. On va avoir effectivement potentiellement une législative assez morcelée, un résultat assez morcelé, alors même que c'est ça qui compte. C'est un régime semi-parlementaire, la Tunisie, et le président n'a pas peu de prérogatives. Il a quand même la défense des affaires étrangères, et il a le droit à des initiatives, donc des initiatives importantes, on imagine, du côté sociétal, même si, comme on l'a dit, le côté sociétal, c'est pas forcément le caractère le plus fort de Kais Saïed, qui est très, très, rigide sur ce point. Mais donc voilà, c'est assez embrouillé. Il y a vraiment une crainte, en fait. Moi, je pense que l'Assemblée soit suffisamment décomposée, si je puis dire, pour qu'on n'ait à nouveau pas un gouvernement qui soit en mesure de porter les choses qui sont essentielles. Je rappelle que quand même un livre économique sur la Tunisie, le livre blanc économique de la Tunisie, c'est 2011. Toutes les mesures essentielles de rééquilibrage des régions et tout sont déjà dans ce livre. On est en 2019, il n'y a toujours pas en fait de parti politique ou du moins d'organisme qui soit suffisamment fort et qui ait suffisamment de légitimité politique pour le mener. C'est assez inquiétant. Rosa, je reviens pas sur le casse-tête constitutionnel que constitue en fait la candidature et l'éventuelle élection de Nabil Karoui, mais là il faut quand même s'interroger sur ce calendrier politique et judiciaire. L'affaire, elle aurait pu être instruite beaucoup plus tôt, au moment où la plainte pour blanchiment et évasion fiscale a été déposée par iWatch. Et ça a vraiment alimenté le sentiment d'instrumentalisation politique de la justice. Et donc, dans une société qui ne supporte plus l'injustice et l'arbitraire. Et donc, ça a vraiment alimenté ce sentiment de rupture avec les élites. Et là encore, on est avec un candidat qui, contrairement à l'establishment Nahda, Nida Tounes, a fait campagne dans ces régions de l'intérieur abandonnées, a fait sur le mode de l'humanitaire une campagne sur le mode du don d'un certain nombre de choses. Donc vraiment, là, c'est tout un système politique post-chute de Ben Ali qui est en train de s'effondrer, et on risque de se retrouver effectivement à l'issue des législatives avec un paysage politique très très éclaté, mais sans réel débat politique sur les enjeux économiques auxquels est confronté. Je rebondis là-dessus et on va conclure là-dessus. Kais Saïed parle de nouveaux concepts de la révolution avec ce premier tour. Est-ce que vraiment cette séquence qui arrive là est un nouveau défi pour cette transition démocratique en Tunisie? C'est le troisième acte, quatrième acte, cinquième acte. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une rupture entre maintenant et les semaines d'avant. Il y a les partis post-bourguibiens ont été défaits, et les islamistes, il faut le dire aussi, c'est important, qui sont au pouvoir depuis 2011, quel que soit le gouvernement, dans tous les gouvernements, ont été défaits aux urnes. Et ça, je pense que c'est vraiment systémique. Et le vote Kais Saïed et le vote Nabil Karoui, c'est aussi un vote de gens qui n'étaient pas dans le système. Et tout ça est en train de faire bouger les lignes. D'un mot pour terminer? Non, juste Narda, effectivement. Bon, je ne dirais pas qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils ont été au pouvoir 2 ans. Après, ils ont participé à des gouvernements. Tous les gouvernements. Tous. Oui, enfin, un ministre dans un gouvernement. Au cœur de l'Assemblée. Oui, un ministre dans un gouvernement, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas eux qui mènent le pays. On le sait, voilà. Bien sûr. Ça fait quand même 2 ans que Narda mène le pays. Je ne savais pas. Non, la faillite, elle est multiple, elle est post-bourguibienne, elle est sur un modèle, etc. Il faut maintenant, effectivement, penser à un renouvellement
de la classe politique tunisienne. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore là. On a un président possible, celui qui est arrivé premier au premier tour, qui n'a tout simplement pas de formation politique. Comment est-ce qu'il fera aux législatives? C'est des vraies questions. Voilà. S'il était élu, effectivement, comment fera-t-il? C'est des questions qu'on va pouvoir se poser dans les semaines à venir, puisque l'agenda, le calendrier électoral est encore très, très intense. On aura l'occasion d'y revenir certainement dans Kiosque.